Bonsoir, mesdames et messieurs. Merci de prendre place. Il y a encore beaucoup de place devant si jamais. N'hésitez pas à descendre quelques marches. Je me rappelle d'un temps pas si lointain où il existait des tables à dessin, du papier calque, de l'encre de Chine, une lame de rasoir et de l'écoline. Ça peut parler encore à certains d'entre vous, mais peut-être pas à tout le monde. Aujourd'hui, on fait des maquettes numériques tridimensionnelles sur un ordinateur, on enfile un casque de réalité virtuelle et on peut se promener dans le futur projet. Cet exemple illustre l'évolution rapide du numérique dans le domaine de la construction. Thème de la conférence de ce soir. Cette conférence sera présentée par un hyperactif aux multiples casquettes. En effet, Stéphane Comment, après l'obtention de son diplôme d'ingénieur civil à l'EPFL en 1994, débute sa carrière professionnelle comme assistant à l'EPFL, en cumulant un poste d'ingénieur de recherche au laboratoire des structures et milieux continus, aussi à l'EPFL, et comme appui au bureau d'ingénieurs pour l'utilisation du logiciel ZSoil, dont il participe au développement. En 1997, il débute sa thèse de doctorat, passe une année à l'université de Stanford aux USA. Il obtient ce doctorat en 2001 et devient responsable de la modélisation numérique chez De Serranville Géotechnique SA. En 2002, il fonde avec Françoise Geyser la société Géomode Ingénieur Conseil SA qu'il dirige toujours actuellement. En 2017, il devient également professeur associé dans notre école et va reprendre tout prochainement la présidence de la section vaudoise de la SIA. Bon vivant, vous pouvez le retrouver tant à la fête des vignerons, quoiqu'il faudra attendre encore quelques années maintenant, sur les pistes de ski dans les montagnes vaudoises ou sur les plages en Espagne. Trêve de bavardage et passons à ce qui nous rassemble ce soir, l'évolution numérique dans le monde de la construction. Stéphane, je te passe la parole. Merci Renaud pour ces gentils mots d'introduction et bonsoir à tous. Je vais donc avoir le plaisir de vous parler d'évolution numérique dans le domaine de la construction. Bon nombre d'entre vous qui me connaissent sachent que, effectivement, à côté d'être un bon vivant, c'est une de mes passions, la modélisation numérique. Donc on va passer 3 gros quarts d'heure à essaimer en fait l'histoire déjà. Donc si on parle d'évolution, on va parler d'histoire, on va faire un petit retour en arrière, après parler du présent et un peu d'avenir au travers de différents thèmes. Alors forcément sur 3 quarts d'heure, on va plus effleurer ces thèmes qu'aller vraiment en profondeur. Et puis j'ai quand même gardé un petit moment à la fin pour parler de mon sujet de recherche actuel de prédilection qui touche aux approches probabilistes, à la quantification des incertitudes et puis au couplage de ces approches avec les modèles numériques, en particulier dans le domaine de la géotechnique. Alors, j'avais déjà préparé cette conférence il y a 2 ans, juste avant le Covid, pour aller la donner à Bâle, et puis c'était une conférence forcément dans un environnement bilingue. Et puis on parlait de Ingenieure aus der digitalen Welt, et puis c'était traduit par ingénieur dans le monde numérique. Et je me suis demandé, mais pourquoi est-ce qu'on parle de digital quand on parle de numérique? Pourquoi est-ce que c'est un synonyme? Parce que finalement, digital, ça vient du latin digitum ou digitum, je ne sais pas, qui veut dire doigt. Donc c'est à la limite un instrument de calcul numérique, ça serait plutôt un boulier. Digital plutôt, ça serait plutôt un boulier. Mais en fait, ça vient de l'affichage digital qui, par opposition au réveil analogique avec des aiguilles, cet affichage digital, il est apparu à la fin des années 70, quelque chose comme ça. Et en fait, c'est fait de 7 doigts, donc c'est 7 digits screen. Et c'est à partir de là, de cette opposition entre analogique et digital, que digital est devenu un synonyme, en fait, du mot numérique. Maintenant, si on revient un petit peu en arrière, on revient dans les années 60, qu'est-ce qu'on avait à disposition, nous autres ingénieurs, ou bien nos grands-parents, on va dire, ingénieurs, pour résoudre des problèmes qui étaient déjà, ils se construisaient déjà des choses assez hallucinantes à cette époque-là. En gros, ils avaient leur tête, ils avaient des livres, ils avaient des abacs, et puis ils avaient une règle à calcul. Puis là, on retombe dans l'analogique quelque part, parce que la règle à calcul,
Elle utilise les propriétés des logarithmes qui dit en gros que log de A plus log de B, c'est log de A fois B. Et ça nous permet ainsi de faire des multiplications et des divisions sur la base d'addition et de soustraction. Donc c'est un des premiers outils de calcul de nos ancêtres ingénieurs, qui est, on va dire, à la frontière entre l'analogique et le numérique. Il faut savoir que l'évolution des ordinateurs, vous avez ici un graphique avec l'évolution du temps, ici. 1940, c'est à peu près quand Alan Turing a inventé sa machine et a quelque part posé les bases de l'algorithmique. Hein. Et puis là, vous voyez le nombre de mégaflops. C'est quoi un mégaflop? C'est 1 million de floating operations per second. Et vous voyez que là, vous avez une échelle qui est logarithmique, et vous voyez qu'on a joliment une progression des performances des superordinateurs linéaire sur cette échelle logarithmique. Ce qui est encore plus dingue, c'est que quelque part, à l'apparition des PC, donc personal computer, les ordinateurs que nous on a aujourd'hui, à partir des années 80, on voit aussi cette progression, puis cette progression, finalement, elle a la même pente que celle-ci. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous voyez, je l'avais préparé en 2020, cette conférence. Aujourd'hui, sous mon bureau, j'ai la puissance de calcul de l'EPFL en 1990. Donc c'est quand même assez dingue de se dire que moi, quand j'ai fait mes études, la puissance de calcul qu'avait l'EPFL, maintenant je l'ai dans mon ordinateur, voire dans mon portable. Parce qu'aujourd'hui, le portable que j'ai là, il va plus vite que la tour que j'ai achetée il y a 2 ans. Donc on voit cette évolution comme ça, qui va nous permettre finalement d'utiliser de plus en plus de méthodes assez novatrices. Je vais vous parler un petit peu d'éléments finis, c'est un peu mon dada. Qu'est-ce que c'est que cette méthode des éléments finis? Ou d'abord, comment est-ce qu'elle a été créée? En fait, c'est une méthode numérique qui est utilisée quasiment partout, dans tous les domaines de l'ingénierie, mais c'est vraiment dans le domaine du génie civil qu'elle a peut-être pas été inventée, mais qu'elle a vraiment été développée. Là, vous avez M. Zienkiewicz, Oleg Zienkiewicz, qui est un des 2 ou 3 papas de cette méthode, avec peut-être Clough et puis d'autres. Et donc, déjà en 1967, il pose les bases de cette méthode. Alors, c'est quoi les éléments finis en 12 secondes? Vous partez d'une situation, ici on veut construire un tunnel sous un immeuble, et puis vous exprimez que tout ce domaine-là doit toujours rester en équilibre. Puis vous construisez une autre forme, une forme faible de cette équation d'équilibre qui est là. Je ne vais pas vous la dériver, cette équation. Hein. C'est juste des maths. On utilise l'intégration par partie, on utilise des conditions aux limites, etc. Simplement, ça nous donne une forme qu'on va pouvoir après discrétiser. C'est-à-dire qu'on va, grosso modo, discrétiser ça. Ça veut dire faire apparaître des éléments et des nœuds. C'est comme des petits Legos. Et puis, cette forme-là, elle va dépendre du maillage, mais elle va approximer cette forme-ci. Et finalement, grâce à cette forme-là, on va pouvoir construire un système d'équations. Alors, vous savez tous que quand on a un ressort, puis qu'on tire dessus avec une force F en fonction de la constante du ressort, on peut calculer le déplacement. Pour nous, en géotechnique, ou même un des premiers superordinateurs qui était à l'EPFL, alors c'est devenu un bon après sur le campus pour ceux qui ont passé par là-bas. Donc ça fait partie de ces superordinateurs dont je parlais tout à l'heure sur ma ligne bleue de mon graphique là. À partir de ces superordinateurs, on a pu commencer à faire des exemples d'éléments finis, justement, c'est-à-dire discrétiser certaines parties. Ici, c'est sur un caisson de réacteur en béton précontraint. On a quelques dizaines d'éléments, peut-être 100. Et puis, au moment de faire le calcul, en gros, il faut aller vers l'opérateur du superordinateur avec une carte perforée. Et puis, si possible, une bouteille de blanc, parce que comme ça, il fait passer votre carte perforée en dessus de la pile. Alors moi, je n'étais pas là, mais visiblement, mon prof de thèse m'expliquait que c'était comme ça qu'il calculait plus vite, c'était en abreuvant l'opérateur, quoi. Donc 1976, quelques dizaines d'éléments. Dans les années 80, la révolution, comme on l'a vu tout à l'heure sur la ligne rouge de mon graphique, c'est le personal computer.
Et puis, on va avoir d'une certaine manière une convergence entre les performances des ordinateurs et puis la maturité de la méthode des éléments finis qui va faire qu'on va avoir la possibilité d'utiliser certains programmes déjà dans des bureaux d'ingénieurs privés à partir du milieu des années 80 à peu près. Dans cet ouvrage-là qui a été écrit par Tom Hughes, qui était mon prof à Stanford justement, il y a à peu près déjà tout, donc cet ouvrage il a été écrit en 1985, il y a déjà tout ce qui est linéaire, non linéaire, tout est dedans, quoi. Donc déjà dans les années 80. Et puis on voit ZSoil, donc le logiciel auquel j'ai participé, disons que j'utilise encore aujourd'hui, déjà dans les années 80 aussi, on a la possibilité avec ce logiciel de traiter déjà des problèmes non linéaires, donc des problèmes qui ne sont pas uniquement élastiques, et on va probablement de nouveau avoir quelques dizaines, quelques centaines d'éléments pour calculer ici la stabilité d'une fondation au-dessus d'une pente. On a déjà le deux phases, donc on a déjà, c'est important en géotechnique pour nous le fait de tenir compte de l'eau, donc déjà fin des années 80, on peut faire ça. Année 2000, on progresse un petit peu, on a quelques milliers d'éléments, on peut faire de l'interaction sol-structure avec des éléments d'interface entre la structure et puis le sol. On voit ici les zones plastiques, donc on se rend bien compte que c'est non linéaire. Dans les années 2010, ou fin des années 2000, début des années 2010, on passe en 3D, on fait des calculs qui durent. Ici, en fait, c'est pour ceux qui connaissent, ceux qui vont skier à Lézin ou au Diableret, c'est la route qui monte ici, qui passe à travers le glissement de la Frasse. On peut, à l'aide de ces modèles, comparer des variantes d'assainissement et regarder quel serait l'intérêt de bloquer le glissement en bas, ou bien de venir mettre des pompes, ou bien de venir faire une galerie dessous, et puis d'évaluer en fait la pertinence de ces approches. On se retrouve ici avec des dizaines de milliers d'éléments, et puis des temps de calcul qui durent quand même assez longtemps, parce que là, typiquement, il faut faire passer des crues, et puis des précipitations sur quelques centaines de jours, 2 ans, je crois que c'était à l'époque, quelque chose comme ça. Donc ça, c'est des calculs qui vont prendre plusieurs heures ou plusieurs jours, mais enfin, qui sont dans une échelle de temps quand même raisonnable. Année 2010, on est plutôt à 50, 100 000 éléments, avec de nouveau des problèmes d'interaction sol-structure assez compliqués, jusqu'à arriver aujourd'hui à des calculs dynamiques, avec ici le passage d'un accélérogramme et puis l'influence sur un bâtiment, où vous voyez ici l'histoire des efforts membranaires dans le noyau qui passent de traction à la compression. Et là, de nouveau, forcément, on va avoir beaucoup de pas de calcul, parce que l'accélérogramme, on ne peut pas uniquement le discrétiser avec des pas de temps d'1 seconde, il faut peut-être passer au centième de seconde, on le voit ici. C'est de nouveau des calculs qui vont prendre quelques heures, voire ici même quelques jours. Mais enfin, par rapport à, on va dire, l'histoire d'un projet, ce n'est pas très grave si on fait tourner des calculs en temps caché sur quelques jours. Renaud parlait tout à l'heure de table à dessin, donc on va quitter un petit moment le monde des éléments finis, mais on va très vite y revenir, vous verrez. Donc, dans les années 1850, on a les tables à dessin qui apparaissent. Pourquoi? Révolution industrielle, on a besoin de dessiner pour fabriquer des pièces, en mécanique par exemple. Dans notre domaine du génie civil, il y a des dessins qui sont, typiquement, on a dû faire un calcul sur le Zense-Brücke, donc le viaduc sur la Saint-Gine entre le canton de Fribourg et le canton de Berne pour les CFF. On a utilisé les plans qui avaient été dessinés en 1925, et ils sont d'une propreté, d'une netteté, d'une clarté absolument extraordinaire. Hein. Donc il y a 100 ans, je peux vous dire qu'au moment de monter mon modèle 3D, tout était clair. C'était vraiment absolument... c'est peut-être même mieux qu'aujourd'hui, je ne sais pas, mais c'est vraiment spectaculaire. La révolution qui nous fait passer de la table à dessin au dessin assisté par ordinateur, ou bien à la conception assistée par ordinateur, ça part d'une thèse en fait, de M. Sutherland, qui va inventer une sorte d'interface entre l'homme et la machine, et un logiciel qui s'appelle Sketchpad,
Et ce logiciel, c'est vraiment l'ancêtre d'AutoCAD, si on veut bien. On voit ici l'homme, la machine, et l'interface entre les deux qui est une sorte de stylo optique et qui va lui permettre de dessiner effectivement sur son écran ici. Première version d'AutoCAD en 1982, avec aussi, ben voilà, alors là c'est pas notre domaine, mais on voit probablement l'apparition d'AutoCAD qui arrivait au même temps que les ordinateurs personnels, jusqu'à des versions plus récentes d'AutoCAD, jusqu'à évidemment aujourd'hui tout le monde de la salle a entendu parler du BIM. Alors le BIM, pour moi, c'est un outil extraordinaire, mais ce n'est qu'un outil. Dans le sens, c'est une base de données qui va nous permettre de gérer des conflits, qui va nous permettre de travailler à plusieurs sur une maquette. Pour le domaine du génie civil, c'est quelque chose évidemment de très important. Pour la géotechnique et pour les infrastructures, on n'en est pas encore au niveau où les ingénieurs structures en sont, mais on a différents projets de recherche, dont un dernier qui est en train de se terminer, qui a été initié par Suisse Topo, et puis qui essaye de tout mettre ensemble, à la fois au niveau du cadastre, au niveau des couches géologiques. Est-ce qu'il faut plutôt représenter les couches à l'aide de surfaces? Est-ce qu'il faut plutôt les représenter avec des voxels? Les voxels, c'est des pixels en 3D, hein, c'est des volumiques pixels. Donc, c'est en train d'avancer. J'avais trouvé assez intéressant un sondage qui avait été fait par la société allemande d'ingénierie. Alors, elle a 3 ans, elle a 3 ans, hein, cette étude, et les choses vont vite, mais quand même, en gros, c'est une expérience positive ou partiellement positive pour 96 personnes des gens, le BIM. Et la même chose, il y a à peu près 9 personnes sur 10 qui trouvent que ça facilite le travail, mais il y a également 9 personnes sur 10 qui trouvent que c'est compliqué à implémenter, puis il y a quasiment tout le monde qui dit que voilà, c'est un challenge, hein, clairement. Alors, il faut suivre le mouvement, il faut surtout pas se braquer, mais je pense qu'il faut, à mon sens, c'est un outil qui va devenir forcément universel. Il ne faut pas que ça remplace tout. Il ne faut pas que, comme j'ai pu le voir dans certains appels d'offres, la notation du BIM manager soit 2 fois plus importante que la notation de l'ingénieur, quoi. Donc il y a un certain moment aussi avec les maîtres d'ouvrage, qu'ils soient publics ou privés, qu'il faut leur expliquer que c'est quelque chose d'important, c'est quelque chose qui nous simplifie la tâche, mais c'est un outil. C'est un outil, c'est pas non plus une fin en soi, le BIM. Voilà. Ça, c'était ma première partie d'éléments définis. Donc un peu avec des définitions, puis une histoire, et puis comme ça. Maintenant, on va s'ouvrir un peu l'esprit, puis parler du présent et du futur, en particulier évoquer la réalité virtuelle, un petit peu d'informatique quantique, je ne suis pas spécialiste, mais je trouve ça assez passionnant, et puis l'intelligence artificielle, en particulier l'intelligence artificielle. Pourquoi est-ce que c'est important aujourd'hui de se poser des questions sur notre manière de travailler, nous autres ingénieurs civils? Parce que si on compare la productivité ou l'évolution de la productivité entre, on va dire, bon, nous on est là en bas, hein, on voit qu'on stagne un peu comme ça, alors que la production de machines ou de choses comme ça, on voit qu'on a perdu à peu près un facteur 1,7 entre les deux. Pourquoi ça? Justement parce que la digitalisation, elle n'est pas encore suffisamment présente dans nos métiers, parce qu'on a des équipements qui sont chers, on a des ressources qui sont assez chères aussi pour construire, on a peut-être aussi un manque de personnel qualifié, et puis j'ajouterai une chose qui n'est pas là-dessus. Si vous faites de la mécanique, vous faites des prototypes, puis après vous lancez la construction en série de différentes pièces, et puis forcément que la productivité, vous allez gagner en productivité parce que vous allez lancer 100 fois, 1000 fois, 10 000 fois la même pièce. Pour nous, chaque maison qu'on construit, chaque pont, chaque tunnel, c'est un prototype. Donc c'est quand même, alors
Probablement que l'ingénieur, aux portes de la retraite, il a accumulé une expérience qui fait qu'il peut utiliser pas mal de choses dans sa tête pour optimiser le prochain projet. Mais enfin, chaque projet a chaque projet est différent. Chaque projet est différent. Et pour ça, je pense qu'on ne peut pas, même si on s'améliore, ça va être très compliqué de tirer la courbe bleue ici sur la courbe orange. On a quand même différentes possibilités d'y arriver, d'améliorer cette digitalisation. Alors, on a un tout petit peu parlé de BIM, on va parler de big data et d'intelligence artificielle, on va un tout petit peu parler de réalité augmentée ou de réalité virtuelle. Vous avez ici à Fribourg une société qui est à la pointe de l'impression 3D, Mobot avec Agnès Petit. On peut parler aussi de matériaux de construction de plus en plus avancés, de photogrammétrie, de scanning, etc. Donc on a différentes possibilités de s'améliorer. Pour passer en revue certaines de ces possibilités, la réalité virtuelle, à quoi ça peut nous servir? Alors, je crois que Renaud en parlait dans son introduction, ça peut nous servir à aller visiter nos ouvrages. La même chose avec la réalité augmentée, on peut aller sur le chantier, on prend notre tablette, puis on regarde ce que ça va être après. Ok, très bien. Au niveau un peu plus scolaire ou bien étudiant, on a aussi la possibilité de développer ou d'utiliser ces technologies immersives pour former les étudiants. Et puis, peut-être un petit mot sur un événement qui va bientôt se dérouler, une exposition sur les dangers naturels qui aura lieu dans le canton de Vaud à partir du 7 mars, mais qui va aussi venir dans le canton de Fribourg, parce que c'est la SIA qui l'organise. Dans le cadre de cette exposition, on a la possibilité de tester notre réaction, par exemple, à un danger naturel comme une inondation ou quelque chose comme ça. Donc on voit que cette réalité virtuelle, elle a à la fois un côté technique, elle a aussi un côté de vulgarisation, je dirais, d'apprentissage quelque part de ces phénomènes. On parlait de big data, ça c'est l'évolution des données dans la global datasphere. Alors, là vous avez des zettabytes, je ne savais même pas ce que c'était qu'un zettabyte, visiblement c'est 10 puissance 21 bytes. Mais enfin, vous voyez que... Alors, on peut voir ça de deux manières différentes. On peut se dire que c'est une catastrophe écologique parce que pour stocker toutes ces données, il faut des clouds, donc il faut des centres, je ne sais pas trop où. Le cloud, il n'est pas dans l'atmosphère. Donc, et puis on peut se demander à un certain moment, mais est-ce que vraiment ça va continuer comme ça? Est-ce que ça ne va pas s'arrêter? Et puis d'un autre côté, si on veut parler tout à l'heure d'intelligence artificielle, les algorithmes d'intelligence artificielle, ils ont besoin de données pour fonctionner correctement. Donc plus on a de données, et de données de bonne qualité, plus on va pouvoir être performant avec nos algorithmes. Pour pouvoir être performant, il faut avoir des machines qui sont performantes. Vous connaissez peut-être la loi de Moore, qui dit que, grosso modo, tous les 18 mois, la puissance de nos ordinateurs, elle double. C'est un petit peu pour ça qu'on avait au début du talk la ligne bleue pour les supercomputers, puis la ligne rouge pour les PC ou le contraire. Donc on voit de nouveau cette tendance très claire, de linéaire, comme ça, dans ce graphique. Le problème, c'est pourquoi est-ce que cette performance, elle double? Parce que les transistors qui sont sur vos circuits intégrés, ils sont de plus en plus petits. Donc on peut en mettre de plus en plus, et c'est pour ça que ça double. Mais à un certain moment, le transistor il sera tellement petit qu'on ne pourra plus le diviser par deux. Là, il y a certains spécialistes qui disent qu'à partir de 2025-26, on ne pourra plus progresser comme ça. Donc c'est là où je vais vous parler pendant 1 minute d'informatique quantique.
L'informatique classique, vous savez tous que c'est une combinaison de 0 et de 1, ouvert, fermé. C'est 0 ou 1. L'informatique quantique, c'est 0 et 1. C'est-à-dire que ça va être une combinaison linéaire de 0 et de 1. Ça va être alpha 0 plus bêta 1. Et puis chaque bit aura une probabilité alpha que ça soit 0, puis une probabilité bêta que ce soit 1. Et forcément, ça ouvre le truc de manière absolument spectaculaire. Vous avez tous entendu parler aussi du chat de Schrödinger. C'est vraiment le chat, la bouteille de poison, on ferme le sac, on secoue, et jusqu'à ce qu'on n'ouvre pas le sac, on ne sait pas si le chat il est vivant ou mort. Ben là, on ne sait pas si notre bit c'est 0 ou 1. Ça ouvre complètement le champ, mais pour matérialiser ça avec des ordinateurs quantiques, il faut réussir quelque part à isoler l'ordinateur quantique de son environnement, parce que comment est-ce qu'on arrive à matérialiser ce concept qui paraît assez simple, quand je vous le alpha 0 plus bêta 1, on arrive tous à comprendre le truc. En fait, par exemple, avec le spin d'un électron, qui peut être dans un sens ou dans l'autre, ou bien avec le niveau d'énergie d'un atome. Donc c'est vraiment des machines qui n'ont rien à voir avec nos circuits, avec notre informatique classique et puis nos circuits imprimés classiques. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, les ordinateurs quantiques, pour pas qu'il y ait de problème et puis qu'ils commencent à dire n'importe quoi, on doit vraiment trouver des moyens de les isoler complètement de l'environnement extérieur. On parle dans les journaux de temps en temps de suprématie quantique. C'est vrai que l'algorithmique quantique, elle arrive aujourd'hui à aller beaucoup plus vite que les algorithmes classiques pour des problèmes précis. Par exemple, l'histoire du voyageur de commerce qui doit faire le moins de kilomètres possible pour traverser 12 villes, ou bien des algorithmes de tri, ou des choses comme ça. Pour nous, ingénieurs civils, en tout cas pour tout ce qui est numérique, ce qui serait bien, c'est qu'on arrive à résoudre juste AX égale B, KD égale F, mais de manière beaucoup plus rapide de ce qu'on fait aujourd'hui. Alors, est-ce que moi je le vivrais? Je ne sais pas. Mais en tout cas, quand on voit ça, on se dit qu'on est en train d'arriver quelque part, d'ici 5-6 ans, à un moment où il faudra trouver autre chose. L'informatique quantique, c'est une de ces choses qui serait possible. Alors ça, c'était très ésotérique. Puis maintenant, pour la deuxième partie de mon talk, j'aimerais revenir un peu à quelque chose de beaucoup plus terrien, appelons ça comme ça. Vous voyez ici une fouille, c'est une petite fouille, hein, elle fait à peu près 5 mètres de haut, vous avez un niveau d'étayage, un rideau de pale-planche, il y a de l'eau. Comment est-ce qu'on peut résoudre cette fouille autrement que par la méthode des équilibres limites, chère à mon collègue, ou la méthode des modules de réaction? On peut utiliser la méthode des éléments finis. Vous voyez ici une idéalisation d'une coupe de ma fouille, avec 3 types de sol, avec des pales-plonges qui font 11,50 m, avec le niveau d'étayage, avec le niveau d'eau, avec une surcharge, et avec des paramètres. Je peux rentrer ça dans mon logiciel ZSoil, ça va me prendre peut-être, pour faire le tout, ça va me prendre quelques heures, voir si on veut faire après des études paramétriques, discuter, rendre des résultats, etc., quelques jours. Et puis on va calculer l'évolution des déplacements, et on va finir par trouver ici, dans le ventre de ma pale-planche, un déplacement de l'ordre de 5 cm. Et puis ça, c'est quelque chose, c'est un calcul qui revient très souvent dans notre métier de géotechnicien. Le calcul d'une fouille comme ça, ancrée ou butonnée, comme ça, avec des pales-planches, avec des parois moulées, etc. Quand je suis arrivé en 2017, ici, ouais, c'était en 2017, j'ai approché un autre institut, ICOSIS, je crois qu'il y a Béat qui est là, je sais plus, j'ai vu. Et puis j'y ai dit, où c'était aussi avec Jean Henbert et puis Pierre Koenen, je leur ai dit, est-ce qu'on n'arriverait pas, grâce à vos techniques d'intelligence artificielle ou de deep learning, à faire apprendre à un algorithme à prédire ce qui va se passer sur une fouille, mais sans la calculer. Donc, est-ce qu'on n'arriverait pas à créer, je ne sais pas, une base de données de 20 000 cas
en faisant varier la hauteur de la fouille, la fiche, le type de matériau à l'arrière, le nombre d'étais, le niveau d'eau, etc., etc. On lance 20 000 cas, et puis on met en rapport les données d'entrée, qui sont celles-ci, et puis les résultats qui m'intéressent, qui sont le déplacement de l'écran, le tassement à l'arrière, le moment maximum pour que je puisse dimensionner ma pale planche, les efforts dans les étais, le facteur de sécurité, etc. Ils m'ont dit oui. Et comment on fait ça? En fait, on va reproduire le dessin de la fouille à l'aide d'une sorte d'image. Ça, c'est une sorte d'image qui va nous permettre d'utiliser ce qui s'appelle des Convolutional Neural Networks, les CNN, et qui en fait sont des algorithmes d'apprentissage, sont des algorithmes de deep learning qui vont très bien avec les images. Alors, je ne veux pas dire trivialement pour reconnaître si c'est un chat ou un chien, mais ça doit être quelque chose un peu comme ça. Donc en fait, on fait des images de nos 20 000 fouilles ici, et puis par rapport à ces images-là, on va faire apprendre à nos algorithmes. Mettons, on en prend 18 000, et puis on va faire apprendre à ces réseaux neuronaux comment mettre en relation l'input avec l'output, comment mettre en relation les données d'entrée avec les résultats. Puis après, sur les 2000 derniers qu'on a bien mis soigneusement de côté, on va comparer pour le tassement à l'arrière de la fouille, le déplacement horizontal de mon mur, et puis les moments de flexion min et max, on va comparer ce qu'on a prédit avec ce qu'on aurait effectivement calculé avec notre logiciel. Et vous voyez que, grosso modo, on a quelque chose qui marche assez bien. On est à entre 5 et 10% d'erreur en moyenne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je fais l'exercice en live devant vous, j'ai aujourd'hui une interface ici qui va me permettre de mettre que ma fouille, elle fait 4,23 mètres de profondeur. J'ai l'eau à 90 cm sous le terrain naturel. J'ai 9,16 mètres de largeur. J'ai un mur qui fait 11,50 mètres. J'ai une rigidité de ma pale planche qui vaut 97 200. Et puis j'ai 3 sols, donc je vais vraiment mettre mes sols tels quels. Alors le premier sol, il a un E de 10 000, quelque chose comme ça, il va jusqu'à 3 mètres. Le deuxième sol, il a un E de 1500, c'est un sol assez mauvais. C6 Phi 21, 9,4. Vous voyez, il est tellement mauvais qu'il est en dehors de mes bornes que j'avais testées. En fait, mes 20 000 cas, je crois que j'avais commencé avec un E de 2. Là, j'ai un E de 1,5. C'est pas grave, il va devoir extrapoler un peu au lieu d'interpoler. C'est pour vous montrer que ça marche quand même. E égale 16 000, 32, 6, et puis 22,5. Et puis j'ai un étai. Mon étai, il est situé à 1,2 m de profondeur, et puis il a une précontrainte de 200. Maintenant, je clique sur Evaluate. Il va aller regarder dans la base de données, et il va me sortir quelque chose tout de suite. Et puis ce quelque chose, vous voyez que la deviation, c'est pas hyper bon. Je suis à 2,46. Et puis là, je suis à 5,07. Donc, ce n'est pas encore parfait. C'est tellement pas parfait que j'ai dû me gourer quelque part, parce que normalement, ça marche mieux. Voilà, la charge, elle n'est pas juste ici. Tac. Si on relance. Voilà. 4,38 par rapport à 5,3. 4,38 par rapport à 5,3, c'est 20%. C'est déjà pas mal comme première itération. Mais vous avez vu, je n'ai pas eu besoin de le calculer. Il l'a trouvé tout de suite. Ça ouvre un peu des portes, et puis je vais revenir sur ce petit logiciel qu'on a créé avec l'ICO6 à la fin de ma présentation, parce que ça va peut-être aussi nous permettre d'optimiser notre design. Là, on fait juste que de vérifier ou de tester une solution que nous on a, c'est de dire je prends une pale planche, je mets un étai, qu'est-ce qui se passe? Mais on va voir si ce n'est pas possible d'optimiser un peu ça. Je reviens sur ma présentation. Après les éléments définis puis les éléments infinis, on passe aux éléments indéfinis. Merci Vincent pour l'idée des petits préfixes. Donc ça, c'est pour finir ma conférence, vous parler
des sujets de recherche qui m'intéressent le plus actuellement et qui ont à voir avec les approches probabilistes, les incertitudes et l'optimisation. Normalement, vous autres qui êtes étudiants ou vous autres qui êtes ingénieurs dans la salle, vous connaissez bien notre approche déterministe ou semi-probabiliste, c'est-à-dire qu'on a des variables d'entrée, on prend souvent des variables caractéristiques, c'est-à-dire qu'elles sont déjà prudentes, et puis on les divise encore par des facteurs de sécurité pour arriver à des valeurs de dimensionnement, et puis on les fait passer à travers un modèle qui peut être un modèle numérique ou qui peut être une équation, et puis on trouve des résultats qui peuvent être un tassement, un facteur de sécurité, un moment de flexion, un effort, etc. etc. Eh bien, on fait exactement la même chose en probabiliste, sauf qu'on définit nos variables d'entrée non plus de manière univoque, mais à l'aide de densités de probabilité. Ces densités de probabilité, elles peuvent être normales, donc ça peut être des lois gaussiennes, ça peut être des lois log normales, ça peut être des lois uniformes, mais enfin, on les fait varier. On leur donne une moyenne, on leur donne un écart type, et on les fait varier. On les fait passer exactement à travers les mêmes modèles, et on trouve toujours les mêmes résultats, déplacement, facteur de sécurité, etc. Sauf que ces résultats, ils sont aussi probabilistes. Ils ont aussi une moyenne, un écart type, et ça veut dire qu'on va pouvoir les comparer à des valeurs seuil, et en particulier on va pouvoir enfin déterminer des probabilités de défaillance. Vous n'arrivez pas à déterminer des probabilités de défaillance. Là, vous arrivez à déterminer un facteur de sécurité, mais vous n'arrivez pas à dire ma paroi, elle a 0,3% de chance de se casser la figure. Avec cette approche-là, vous pouvez. Et c'est quelque chose qui est quand même assez important. Si je prends un cas assez trivial d'un talus vertical ici, dont j'essaie de calculer la sécurité, ici, on va dire que c'est un calcul à court terme. Vous voyez, phi égale 0, c égale 30. Et que maintenant, je dis que mon c, il vaut plus 30, mais il vaut 30 plus ou moins 25%, ben forcément, quand je vais faire passer cette information probabiliste à travers mon modèle, mon résultat, mon facteur de sécurité, il ne vaudra plus 1,5. Il sera lui aussi probabiliste, et en particulier, je vais pouvoir dire, voilà, j'ai 7% de chance que mon talus, que le facteur de sécurité de mon talus soit inférieur à 1. Si vous faites du déterministe, vous n'avez pas cette information. Si vous faites du probabiliste, vous l'avez. Pourquoi c'est très important? Ben parce que de l'écart type du résultat dépend la probabilité de défaillance. Vous voyez ici, on peut tout à fait avoir un facteur de sécurité moyen de l'ordre de 1,4, mais relativement peu d'incertitude, et donc une petite probabilité de ruine. Ou alors, on pourrait se dire faussement, ah attends, là j'ai un facteur de sécurité de 1,8, donc je suis largement plus sûr. Mais si vous avez une grosse incertitude sur ce facteur de sécurité, ben vous allez vous retrouver avec une probabilité de défaillance qui est plus grande. Donc on se rend bien compte que l'écart type, ou bien le coefficient de variation de ces résultats, ils ont une grosse influence sur les probabilités de défaillance. Je reviens toujours à mon même cas, mais cette fois, au lieu d'utiliser des valeurs déterministes, j'utilise des valeurs probabilistes avec une moyenne, un écart type, ou qui correspond en fait à un coefficient de variation. Vous voyez par exemple que j'ai gardé pour les modules d'élasticité, j'ai gardé la même valeur déterministe et moyenne, mais par contre, vu que la valeur déterministe c'est une valeur prudente, la valeur moyenne elle est plus grande ici. Quelque part, ça couvre le fait que d'après la norme, la valeur déterministe, c'est une valeur dont il n'y a pas plus que 5% de chances qu'elle soit inférieure. Alors si je lance ça, la première chose que je peux faire, c'est une étude de sensibilité. Sur tous les paramètres que j'ai mis probabilistes, quels sont ceux qui sont importants? Je vois par exemple le phi de mon remblai, il est très important. Par contre, le C de mes glacioles lacustres inférieurs, je n'ai même pas besoin de m'en occuper. Je ne pourrais même pas les mettre de manière probabiliste et puis les garder déterministes. Je vois que l'eau, elle est importante, par exemple. Ça me donne un petit peu une indication sur quels sont les paramètres qui sont importants pour le résultat que je cherche, et ça peut aussi me permettre d'aller faire, par exemple, des investigations complémentaires sur le terrain, parce que si je me rends compte que le phi est si important que ça,
ben peut-être qu'il va falloir aller faire 3 essais supplémentaires, et puis ces essais supplémentaires ils vont me permettre de réduire mon coefficient de variation sur mon phi, et donc mon coefficient de variation sur mon résultat. Ça, c'est la première chose que je peux faire. Puis la deuxième chose, donc, c'est de lancer un certain nombre de calculs, et puis de retrouver l'air, et puis de dire, ben voilà, la probabilité que le tassement à l'arrière de ma fouille soit supérieur à 35 mm, elle va être de 7R divisé par 7R, qui vaut à peu près, j'en sais rien, 7%. Vous avez vu tout à l'heure, je vous ai dit que c'est vachement important de resserrer nos écarts-types pour pouvoir limiter les probabilités de défaillance. Dans ce cadre-là, il y a une méthode magique qui s'appelle l'analyse bayésienne, qui marche comme ça. Admettons qu'on doive creuser un tunnel, et puis qu'à un certain moment, on a un immeuble qui est relativement sensible ici. On a des paramètres sous forme probabiliste pour tous les sols. Ça peut être E, C, Phi, etc. Ça peut aussi être un niveau d'eau, ça peut aussi être une charge. À l'aide de ces paramètres, moi je peux faire un modèle ici, je peux faire une coupe, et puis regarder par exemple quelle est la probabilité que le déplacement ici de mon immeuble dépasse, allez, 10 cm. Et je peux calculer ça. Très bien, ça c'est ma probabilité de défaillance a priori. Puis après je commence à excaver. Non, d'abord ce que je fais, c'est que je fais aussi un calcul peut-être 100 mètres ou 200 mètres avant, puis j'estime le tassement en surface ici. Et puis quand je commence à excaver, je peux mesurer ce tassement. Ça, c'est une nouvelle information. Cette nouvelle information, je vais pouvoir l'intégrer grâce à l'analyse bayésienne, et donc mettre à jour ma distribution de mes inputs, et donc mettre à jour ma prédiction et probablement réduire ma probabilité de ruine ici. Donc c'est ça l'analyse bayésienne, c'est un des projets de recherche qu'on a actuellement, et ça s'applique à tout. Ça ne s'applique pas uniquement au génie civil, ça s'applique à la médecine, pour des histoires de diagnostic, des choses comme ça. C'est un monde, vraiment. Et en particulier pour le génie civil, ça formalise de manière assez claire tout ce qui est méthode observationnelle. C'est-à-dire, vous faites une fouille, vous essayez de prévoir ce qui va se passer, que vous serez 20 mètres plus bas que vous arriverez au fond de fouille. Puis, avant de commencer à creuser, vous n'avez pas d'autre information que celle de votre jugement d'ingénieur. Mais quand vous commencez à descendre sous le premier étai, à moins 5 mètres, vous mesurez ce qui se passe, donc vous avez une nouvelle information, donc vous allez mettre à jour votre probabilité a priori grâce à une fonction qui s'appelle la vraisemblance pour avoir finalement une probabilité a posteriori. Donc c'est vraiment quelque chose sur lequel je pense que ça vaut la peine de travailler, en particulier dans nos domaines, mais pas que. Il y a des groupes aujourd'hui, vous savez peut-être qu'il va y avoir une deuxième génération d'Eurocode, et il y a un groupe de travail qui s'occupe justement de tout ce qui est méthode basée sur la fiabilité avec ces notions d'incertitude, d'input probabiliste, etc. Donc c'est vraiment quelque chose qui est un peu dans l'air du temps et qui va nous amener beaucoup d'outils. Je répète une dernière fois, ce que ça nous amène, c'est la quantification de cette probabilité de défaillance qu'on n'a pas du tout avec l'approche déterministe. L'approche déterministe, vous dormez sur vos deux oreilles grâce au facteur de sécurité, au facteur partiel. Vous divisez par 1,2, puis par 1,35, et puis ci, puis ça, puis du coup, vous êtes tranquille. Mais ça ne vous dit rien sur la probabilité de défaillance. Avec l'approche probabiliste, on peut. Dernière chose, l'optimisation. Quelque part, c'est notre Graal. Et puis, si on parle beaucoup de sociétés avec moins de carbone et de choses comme ça, le plus on va optimiser nos structures, le moins on va utiliser de béton ou de ciment, etc. Donc, c'est pas... Alors, on peut y arriver aussi en changeant notre train de vie, forcément, mais si on veut construire des choses, la décarbonatation, on appelle ça comme ça, je ne suis pas sûr, elle passe aussi par l'optimisation de nos structures. Ici, par exemple, c'était un challenge qu'on nous avait lancé, c'était de déterminer quelle serait la fiche minimale pour quelque chose de très simple. Là, il y a un seul sol, on a une pale planche, on a un buton là en haut. Quelle doit être la fiche ici, de manière à ce que ça tienne? Alors de nouveau, de manière à ce que ça tienne, ça veut dire quoi? Ça veut dire fs plus grand que 1. Donc, je suis reparti sur mon approche probabiliste et puis j'ai essayé de calculer une probabilité de défaillance, c'est-à-dire une probabilité que le fs soit inférieur à 1. Quand je dis je, c'est plutôt Colette qui l'a fait.
On a une interface ici qui nous permet effectivement, pour différentes valeurs de la fiche, ici, de calculer, par exemple ici, la probabilité de défaillance, elle va être de 1,5%. Vous voyez ici la sensitivity analysis, c'était les barres oranges que vous avez tout à l'heure. En fait, ici, vous avez C égale 0. On a juste mis du probabiliste sur le phi et le E. Puis ce que vous voyez, c'est que c'est 100% de la sensibilité qui va sur le phi. Ce qui ne devrait pas trop nous étonner, nous autres ingénieurs, parce que c'est sûr que c'est les paramètres de résistance qui ont une influence sur le facteur de sécurité et pas les paramètres de déformation. C'est plutôt rassurant. Donc là, vous voyez par exemple pour l'une des fiches que ça, on a justement 1,5% de chance d'être en dessous du 1. Et puis juste 2 mots sur des métamodèles ou sur des surrogate modèles. En fait, pour faire nos analyses probabilistes puis pour sortir ces probabilités de défaillance, le plus simple, c'est d'utiliser la méthode de Monte-Carlo. La méthode de Monte-Carlo, c'est parmi les distributions de probabilité de nos paramètres d'entrée, on tire 100 000 points, puis on regarde combien sont du mauvais côté par rapport au total. Puis ça nous donne notre probabilité de défaillance. Le problème, c'est que lancer 100 000 fois Z-Soil, même avec ma machine rapide, ça prend du temps. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va le lancer 50 fois, 30 fois, 20 fois. Vous voyez les points noirs qui sont là. Et puis on va faire apprendre à un modèle, à une sorte d'équation, le comportement de Z-Soil. C'est-à-dire que Z-Soil, il met de nouveau en relation des éléments d'input avec des résultats. Ben, on va faire apprendre à ce métamodèle, qu'on appelle souvent PCE, ou pour Polynomial Chaos Expansion. On va faire apprendre à ce métamodèle à faire exactement la même chose, à simuler Z-Soil. Et une fois qu'on a ça, on a juste une équation qui relie les paramètres d'entrée à nos résultats. Une fois que c'est juste une équation et plus un modèle à X degrés de liberté, etc., on peut le lancer 10 000, 100 000 fois. Et vous voyez ici, par exemple, que vous avez 1,4% des points qui sont en rouge par rapport au vert. Et vous voyez aussi que, en fait, quel que soit le E du sol, ça ne change à peu près rien. C'est parce que vous avez quelque chose qui est quasiment parallèle. Par contre, c'est vraiment le phi. Quand vous avez un phi qui est inférieur à 24, ça pète. D'accord? Et puis ça, donc Colette l'a refait pour différents types de fiches. Et puis ça nous permet de garantir que pour une fiche de 2,5 mètres, ça c'est deux modèles différents, on va être avec une probabilité de défaillance qui sera inférieure à 10-2. Si vous voulez inférieur à 10-3, ben, il faut probablement être plutôt autour de 2,70 mètres. Donc ça nous permet d'optimiser une structure, mais de l'optimiser sur la base, quelque part, d'une décision de l'ingénieur ou du maître d'ouvrage. Quel est le risque que vous acceptez de prendre? C'est 1%, c'est 1 pour 1000, c'est 1 pour 10 000. Ah bah, si c'est 1 pour 10 000, bah, il vous faut faire une fiche de 4 mètres. Ma foi, c'est comme ça. Avec l'approche déterministe, c'est plus compliqué d'avoir cette discussion. Avec l'approche probabiliste, c'est possible. Et puis je finis de nouveau sur l'optimisation en revenant sur mon exemple. Tout à l'heure, j'ai évalué en lui disant, avec la pale planche que tu as et avec le niveau d'étayage, combien tu obtiens de déplacement. Maintenant, ce que je vais lui dire, c'est j'ai un trou de 4,23 m, j'ai de l'eau à 0,9 m, j'ai une fouille qui fait 9,16 m de demi-largeur, j'ai une charge de 10, j'ai le sol que je ne change pas. Maintenant, débrouille-toi, j'aimerais pas avoir plus que 5 cm. Et puis, on va lui dire qu'on va uniquement chercher dans les petites rigidités. Donc, on va rester dans le domaine des pales planches, on ne va pas aller dans le domaine des parois moulées. Et puis, on va lui laisser 0, 1 ou 2 ancrages. Ou c'est des étais en l'occurrence. Parce qu'on pourrait se dire que peut-être il va trouver un mur super rigide, mais pas d'étais. Puis peut-être ça sera moins cher. Ou pas. Donc on y va comme ça. Alors là, il va commencer à utiliser un autre algorithme qui va prendre un petit peu plus de temps. C'est il va se balader dans l'espace des 20 000 fouilles. Puis il va essayer de regarder comment il peut minimiser le coût
Donc j'ai donné des fonctions de coût, combien coûte le mètre carré de pale planche, ou combien coûte le mètre linéaire d'étai, ou combien coûte le mètre carré de parois moulées, etc. Tout en garantissant qu'on aura moins de 5 cm de tassement et moins de 5 cm de déplacement. Donc il va arriver au bout de ces équations, ces itérations, et puis vous allez voir qu'il va nous trouver une solution qui est complètement différente de la mienne. Puis il a trouvé qu'elle était moins chère, c'est-à-dire qu'au lieu de mettre une pale planche assez rigide, vous vous rappelez, la rigidité c'était 97200, le EI, maintenant il a à peu près la moitié, et puis la pale planche, elle fait plus 11 mètres, elle en fait 8, mais le trade-off, c'est qu'il a 2 niveaux d'étayage. Puis vous voyez qu'il tourne un peu autour de toujours la même solution. C'est-à-dire que c'est comme s'il avait une solution locale, puis qu'il tournait un peu autour. En tout cas, pour lui, là, il a chaque fois trouvé moins de 5 cm de tassement, moins de 5 cm de deviation, là, de déplacement horizontal. Et puis, pour lui, ça, c'est moins cher que de faire juste un étai et puis une grosse pale planche bien longue. Donc ça, c'est l'autre manière d'optimiser. On a la manière d'optimiser probabiliste, et puis on a la manière d'optimiser deep learning. Puis c'est un petit peu les deux approches qu'on essaye de suivre ces temps. Je reviens sur ma présentation. Je suis arrivé au bout de ma présentation, mes 3 quarts d'heure à peu près, je pense, j'espère. J'aimerais remercier mon mentor ou mon père spirituel depuis bientôt 30 ans, Thomas Zimmermann, avec qui j'ai fait ma thèse et puis avec qui les discussions que j'ai aujourd'hui sont encore très stimulantes par rapport à tout ce que je vous ai raconté. Remercier Vincent, Colette et Jocelyn, mes collègues de l'axe géotechnique de l'ITEC. Et puis aussi Mathias, Sam, Gilles et Marc, qui sont mes collègues chez Géomode. Et chez Géomode aussi, on a pris un peu le pli d'essayer de proposer à nos clients ces approches probabilistes. Et ne serait-ce que dans un but pédagogique, elles sont très bien reçues par les ingénieurs de la pratique, ces approches. Donc le fait de quantifier ces probabilités de défaillance plutôt que de juste se réfugier derrière des facteurs de sécurité partiels, ça a l'air de faire un peu son chemin dans la tête des gens. Je vous remercie pour votre attention et je réponds volontiers à des questions, s'il y en a. Merci beaucoup Stéphane. Est-ce qu'il y a des questions que Léa veut se lancer? Vincent? Non, pas lui. Chers collègues, pourquoi doit-on continuer à apprendre aux étudiants la méthode aux équilibres limites plutôt que de passer directement aux éléments finis? Parce que c'est toi qui veux? Non, comme n'importe quelle méthode numérique avec un logiciel, etc., c'est absolument fondamental de comprendre ce qu'on fait. Ça veut dire que c'est absolument fondamental de commencer par des cours de statique de première année pour pouvoir faire des réductions, puis des équilibres, pour comprendre pourquoi le moment au milieu de la poutre, il vaut QL carré sur 8, et c'est la même chose en géotechnique. Il faut qu'au niveau bachelor, les bases de l'équilibre, les bases de la mécanique biphasée, etc., soient acquises pour qu'après, quand on fait des choses plus compliquées, on ait le regard critique qui nous permette de juger nos résultats et puis dire « Non, là, c'est pas possible. Là, il y a un truc qui joue pas. » Sinon, c'est la porte ouverte à des gros problèmes. Merci. Merci beaucoup. Mes chers collègues, en tant qu'ancien vieil ingénieur, j'ai commencé à calculer avec l'aristo, c'est-à-dire la règle à calcul. Je suis impressionné maintenant par rapport à ce qui se passe. Et pendant cette conférence, je me suis posé une grande question. Tout ça, c'est très bien, c'est vrai. On sort de la sécurité par des probabilités, pourquoi pas, très bien. Mais on perd un peu la sensibilité de l'ingénieur. Et je suis content de ta réponse, parce qu'en fait, on donne à manger à des machines, les machines nous sortent des informations, mais est-ce que ces informations sont justes ?
où là-dedans est la sensibilité de l'ingénieur. Et puis c'est vrai que si on part de la base, PL carré sur 8, après on peut approcher ces différentes méthodes qui sont extrêmement intéressantes. Voilà, merci. Merci pour cette remarque. Merci Stéphane. Très belle présentation, très intéressante. C'est un sujet qui me passionne depuis toujours. Je rebondis un peu sur les deux remarques, questions qui viennent d'être faites. Donc effectivement, je suis toujours un souteneur. Là, j'ai 3 échantillons du fait qu'il faut continuer à apprendre les méthodes entre guillemets traditionnelles de calcul, rien que pour comparer avec les résultats, comme on vient de le dire. Donc la question que je rajoute est, alors, pour éviter l'effet boîte noire des logiciels, parce qu'aujourd'hui, les interfaces sont devenues très faciles à utiliser. Si on se rappelle les années 90, c'était pas comme ça, elles n'étaient pas toutes belles et colorées comme aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on pourrait penser que c'est facile à utiliser, donc c'est facile à modéliser. Alors, à quel moment on devrait apprendre vraiment la méthode des éléments finis pour que les étudiants, les futurs ingénieurs de la pratique sachent, alors contrôler ce qu'ils font après, on est tous d'accord, mais aussi manipuler ces logiciels de manière consciente, ce qui n'est pas très facile à faire dans les 3 ans d'un bachelor, à mon avis. Qu'est-ce que tu en penses? Alors la réponse triviale, c'est méthode manuelle au bachelor, méthode numérique au master. Pour moi, c'est vraiment ça. Et du coup, ça veut dire que on encourage vivement les étudiants motivés à aller travailler, certes, après leurs 3 ans de bachelor, parce que vous avez très envie d'aller dans le monde de la pratique, et c'est bien le monde de la pratique, la moitié de mon temps, je suis dans le monde de la pratique, c'est super. Mais consacrer encore 2 ans en prenant 50% dans une boîte et en faisant un master pour... Vous allez être un très bon ingénieur généraliste à la fin de vos 3 ans d'études ici. En tout cas, on va essayer de faire en sorte que vous le soyez. Mais ne balayez pas d'un revers de main les 2 ans, enfin, ce que pourrait vous amener les 2 ans d'une spécialisation dans un axe ou l'autre. Ça peut être des structures, ça peut être hydraulique, ça peut être les transports. C'est super si c'est la géotechnique. On a besoin de géotechniciens, ça je peux vous le dire, et c'est sûr que ces 2 ans-là, où on va pouvoir, comme tu le dis Lucas, approfondir certaines choses, dont l'utilisation correcte de ce type de logiciel. Merci Stéphane. Je suis aussi passionné que toi des éléments finis, peut-être moins développé, tu te rappelles avec Stéphane comme on aimait ça. Moi j'ai un souci, peut-être je voulais ton avis sur cette approche probabilistique, elle est fantastique au niveau de l'amélioration de la précision, mais j'ai un peu peur que ça fasse une espèce de, pas dans la géotechnique mais dans la structure, une espèce d'obsolescence programmée de nos structures. Parce que pour reprendre le pont que tu montrais tout au début, qui était fait en 1910, là, aujourd'hui je pense qu'il se comporte assez bien. On a des ponts des années 60-70 qu'on a dû tous reprendre et diagnostiquer, analyser. Et j'ai peur que ça fasse en fait un calcul, comme ils font en aéronautique ou dans l'automobile, de structures qui soient en fait, qui n'aient pas la durabilité qu'on aimerait, quoi. Mais si tu veux, quand tu vas faire un calcul probabiliste et puis que tu vas calculer une probabilité de défaillance, il va falloir la comparer à une probabilité de défaillance acceptable, ce qui s'appelle une target reliability. Et c'est un énorme sujet. Là, typiquement, dans le groupe de travail dont je te parlais tout à l'heure pour les Eurocode 2, c'est le chapitre où on est encore le moins avancé, parce qu'il y a tout le monde qui a des idées différentes sur mais c'est quoi la probabilité de défaillance acceptable. Et après, voilà, c'est des questions de coût, c'est des questions de vie humaine, c'est des questions de... Mais tu vois, donc je ne suis pas sûr que le fait d'approcher un calcul de manière déterministe ou probabiliste va plutôt t'amener vers une obsolescence programmée si tu fais du probabiliste. Il faut juste bien définir le seuil. De la même manière que tu définis des facteurs partiels qui te semblent acceptables quand tu fais du déterministe. Donc, moi, je pense que... Le déterministe, il ne va pas te permettre de définir ce seuil, tandis que la probabilité, oui.
Ouais, c'est vrai. Mais du coup, c'est un petit peu comme si tu te cachais la vérité avec le fait que, voilà, ça tient aujourd'hui, c'est bien. Bon, tu peux faire du bayésien, du coup, tu dis si ça tient, c'est que ça doit être meilleur que ce que j'avais calculé à l'époque. Mais enfin, voilà. Oui, alors j'avais une question. Et votre avis, est-ce que dans 15 ou 20 ans, les algorithmes ne vont pas dépasser les ingénieurs grâce à ce qu'ils auront appris en machine learning pendant ces années, et avec les nombreux cas étudiés en fait? Alors, je ne sais pas si il est là, Béat, ou bien. Je crois qu'il est. Ok, c'est bien, alors je vais pouvoir me lâcher. Non, j'ai trouvé vraiment passionnant ce dialogue qu'on a eu entre ingénieurs civils de l'ITEC et puis mathématiciens ou informaticiens de l'ICOSIS. Et pour moi, la compétence métier de l'ingénieur civil, elle doit toujours rester supérieure. Elle doit toujours diriger l'outil formidable qu'est le machine learning. C'est un petit peu la même chose que la remarque de Vincent, c'est on doit toujours être capable d'avoir le recul nécessaire pour juger de ce qu'on a. Ça veut dire que le deep learning, c'est un outil formidable. Là, maintenant, vous avez vu, il m'a optimisé un truc, et puis il m'a dit « Ah, mais tu devrais plutôt mettre une petite pale planche avec 2 niveaux d'étai. » Donc, je ne vais pas me précipiter sur le chantier et puis faire ça. Je vais recalculer cette variante que lui m'a proposée parce que moi, je n'y avais pas pensé. Et puis, effectivement, si je me rends compte que c'est une variante qui est effectivement moins chère et qui bouge moins, ben, je vais la faire. Mais il ne faut pas que l'intelligence artificielle ou le deep learning remplace l'ingénieur. C'est comme le BIM. Le BIM ou le deep learning, c'est un outil. Et puis là, on parle de génie civil, mais j'imagine dans la médecine, ce genre de questions va devenir extrêmement importante au cours du temps, hein, c'est sûr. Bonjour Stéphane. Mais justement, je me permets de rebondir, ça sera plus une remarque. Je pense en effet que ça peut nous aider à gagner du temps sur les choses qui sont justement importantes. Passer de la plus-value sur éventuellement les variantes qui nous semblent bonnes, passer plus de temps sur de la coordination et peut-être, alors ça n'empêche pas qu'il faut justement sonder les données qu'on utilise, tu l'as justement bien dit, vérifier la fiabilité des données qu'on a, en tout cas pour OptiSoil comme tu l'as justement montré, mais peut-être que justement le rôle de l'ingénieur va être un petit peu moins de calculer, mais plutôt d'analyser les éléments qui sont justement pertinents. À mon sens, c'est ce que je ressens lorsque tu présentes justement voilà. Ouais, je suis d'accord. Globalement, je suis. Merci. Ah oui, j'avais une question du coup un peu plus pratique. Je voulais savoir si ZSoil il était compatible avec d'autres logiciels. Enfin, dans le sens, est-ce qu'on pourrait s'imaginer qu'un bureau qui a fait sa modélisation de bâtiments sur Cubus, SIA ou quoi que ce soit, qu'on puisse directement reprendre leur fichier et par exemple faire la descente de charge directement sur ZSoil, où il faut tout remodéliser. Enfin, je ne sais pas si j'étais claire. Ouais, c'est clair. Ou si c'est en développement. Et d'ailleurs, c'est souvent un travail itératif entre l'ingénieur structure puis le géotechnicien, parce que souvent l'ingénieur structure il a un modèle avec des ressorts ou quelque chose comme ça pour représenter le sol. Et puis nous, il nous demande qu'est-ce qu'il doit mettre comme constante de ressort. Donc il nous donne sa descente de charge, on regarde de combien ça bouge, on regarde la contrainte, on divise la contrainte par le déplacement, puis on lui donne le ressort. Et puis après il refait un passage. Donc pour le moment, je dois dire que ça se fait encore assez à la main. Maintenant, c'est vrai qu'avec le BIM, on devrait imaginer une intégration puis des interfaces beaucoup plus logiques entre ces logiciels. Aujourd'hui, ça se fait encore à la main. Ça se fait de manière assez simple, mais ce n'est pas automatisé. Il n'y a pas de raison de ne pas le faire même pas 15-20 ans comme Miguel disait, mais plutôt 5. Ouais, parce que ce serait un énorme gain de temps de juste pouvoir transférer le fichier. Et probablement que le BIM, enfin les IFC comme ça, c'est la bonne... Dans le cadre du projet dont je vous ai parlé, Géol BIM, là, qui était initié par Suisse Topo, il y avait les CFF, il y avait l'Ofrou, il y avait des boîtes privées, etc. Et il y a vraiment eu comme une sorte de brainstorming autour de ces questions, aussi pour mettre à jour typiquement les modèles sur la base des nouvelles excavations, et puis aussi de documenter les calculs à l'intérieur des IFC. Donc on pourrait imaginer que parmi ces calculs, il y a les constantes de ressort. Et puis ces constantes de ressort, l'ingénieur structure pour aller le chercher. Okay.
J'en ai encore une, Stéphane, je reviens au sujet du facteur de sécurité et l'analyse statistique ou probabilistique des structures, qui est aussi un sujet très intéressant que j'avais étudié dans les années 90, quand j'ai fait mes études. Tu as montré un exemple qui est très intéressant, celui du tassement du bâtiment. Et tu as parlé de la statistique qu'on devrait avoir sur les sols, par exemple sur le phi ou sur d'autres données. Maintenant, voilà, la question est, cette statistique, d'où on la trouve? C'est-à-dire... voilà. C'est le deuxième chapitre dans le groupe de travail des Eurocode, à part Target Reliability, c'est Probabilistic Input. Comment on définit phi moyen et puis le coefficient de variation? Alors, soit on lance une campagne de sondage, comme ça s'est fait sur un projet sur lequel j'ai travaillé dernièrement, sur le Grand Paris, sur la gare de Saint-Cloud. On a un rapport de 200 pages avec des courbes qui sont issues d'essais. Donc c'est vraiment, je veux dire, là, c'est non... Voilà, on ne peut pas s'y opposer. Maintenant, souvent, ce qu'on a dans les rapports géotechniques, c'est phi égale 28 à 32. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On prend 30 plus ou moins 1, plus ou moins 2. L'usage voudrait qu'on prenne un coefficient de variation de l'ordre de 10% sur phi, plutôt de 20 à 30 sur c, en tout cas de 20 à 30 sur e. Mais c'est un autre sujet. Donc, il faut faire une étude probabiliste sur le coefficient de variation. C'est-à-dire que, est-ce qu'on pourrait exploiter des données qui ne sont pas spécifiques à l'endroit où on construit, et donc des sondages qui ont été faits ailleurs sur des sols, je ne sais pas se dire similaires, hein, parce qu'après il faut définir la similarité des sols, où il faut effectivement à chaque fois aller faire des sondages, par exemple... En première approximation, ces 10%, ces 20%, ils ne sortent pas de nulle part, donc ils sortent sur effectivement différents types de sols. On n'a même pas encore parlé ici de variabilité spatiale, parce que peut-être que sur le même projet, qui est quand même un grand projet, peut-être que la valeur du phi là-bas, elle n'est pas la même qu'ici. Là, il faudrait utiliser des random fields, qui est encore autre chose et tout, mais... Ouais. Donc c'est un sujet en cours d'étude oui. Okay. Oui. Je dirais de voir le résultat. Merci Stéphane pour la présentation, c'était vraiment très intéressant. Moi, j'avais une précision à apporter aussi pour les étudiants, peut-être, dans le sens où j'ai l'impression qu'on a pas mal opposé dans la présentation les méthodes déterministes, sur lesquelles tu disais qu'on n'a pas forcément de maîtrise sur le facteur de sécurité, et puis les méthodes probabilistes avec le Monte Carlo que tu fais. En fait, peut-être en géotechnique, c'est plus compliqué, mais sur les structures où en fait, tout est linéaire, finalement, on arrive à propager en fait, les lois qu'on a sur les différentes variables. On arrive à connaître effectivement le facteur de sécurité global qu'on aurait. Donc ça, c'est aussi possible de le faire aussi en déterministe. Et c'est relativement simple, finalement, de propager sur des équations qui sont linéaires. Donc ça, c'est possible. Et puis, il y a la théorie de la fiabilité qui... Enfin, je pense que c'est déjà des choses qui sont déjà bien documentées. Et j'avais une autre question aussi par rapport à l'analyse que tu as fait avec le ICO-6, si je ne dis pas de bêtises. Pourquoi vous avez pris des images plutôt que directement rentrer les variables en fait, du problème? On a essayé d'autres types de réseaux neuronaux, ils étaient moins bons. Ils étaient clairement moins bons. En fait, on a fini par ces CNN, là, les Convolutional Neural Networks, parce que les autres, les LSTM, ils étaient moins bons. Clairement, on avait des erreurs moyennes sur les déplacements, sur les moments qui étaient de 40%. Et tout à coup, il y a eu le déclic de ces CNN où on est descendu, pas d'un ordre de grandeur, mais presque, on est descendu de 40 à 5% grâce à ça. Pourquoi? Ouais, ça paraît quand même bizarre parce que tu réduis quand même énormément ton nombre de variables, donc tu devrais avoir des choses qui marchent quand même. On le réduit pas tant que ça. Hein. Tu as vu l'image, l'image, elle représente vraiment la fouille avec les sols, avec les niveaux d'étayage, avec l'eau. Si tu me donnes l'image de la fouille, je peux quasiment te refaire le calcul tel quel. Donc tu n'as rien perdu. Tu n'as rien perdu. Mais tu l'as sous forme d'image. Merci. Et c'est vrai que je défends un peu ma cam probabiliste, mais je sais encore faire un calcul déterministe. Encore une question?
parlant d'une part de la quantification des incertitudes pour, dans votre domaine, aller vers le calcul des probabilités, sachant aussi que je mène des projets dans la maintenance prédictive des bâtiments. Donc ça veut dire qu'à partir d'un certain temps, d'un certain moment, vous devez quantifier vos probabilités pour qu'après on puisse quantifier l'impact ou l'occurrence d'un projet pour arriver avec des critères de sélection du point de vue financier, du point de vue IRR, du point de vue création de valeur, du style on ne va pas sur un projet si on a une valeur qui est négative, et puis c'est-à-dire dans votre domaine, jusqu'où et comment vous allez dans ces calculs financiers. Alors moi-même, je ne le fais pas. Par contre, tous les concepts dont j'ai parlé ici, que ce soit la quantification des incertitudes, que ce soit l'analyse de sensibilité, que ce soit l'analyse de fiabilité, que ce soit les approches bayésiennes, c'est applicable à la médecine, c'est applicable à l'économie, c'est applicable... Voilà, il suffit qu'il y ait un modèle. Donc si tu as un modèle qui me dit quelle est la rentabilité de ton projet, machin comme ça, on va pouvoir utiliser ces approches. Parce que je pense qu'il y a une grande opportunité, voire une obligation. On est dans une transition énergétique. Hein. On doit passer par là. Donc ça veut dire que c'est typiquement les calculs qu'on doit faire si oui ou non on accepte des projets. On n'a pas le choix. Il y a 4 ans ici, dans une conférence qui était organisée dans le cadre du 100e anniversaire de l'école d'ingénieurs, de l'ETC, les architectes ont bien dit que, en fait, pour avoir l'équilibre de la vision Ofen 2050, 8 à 9% des bâtiments du parc immobilier en Suisse devraient être dotés de technologies nouvelles ou rénovés dans ce cadre-là. Aujourd'hui, on est à 0,6%. Donc les gars, vous avez pour 500 ans de travail, les gars, hein, vous n'êtes pas au chômage. Hein. C'est ça un peu, il faut être pragmatique, et puis c'est ça qu'il faut retenir. Il y a un travail qui est énorme à faire, et il faut y aller. Surtout que maintenant, on sait ce qui se passe du côté de l'Ukraine ou de la Russie parlant de l'énergie, hein, en plus. Merci. Encore une question ? Apparemment pas. On va passer à la conclusion. Je tiens à te remercier chaleureusement, Stéphane, de nous avoir présenté cette thématique fort intéressante qui ouvre de nouvelles perspectives. La technologie et le numérique vont faire évoluer ou révolutionner le métier de l'ingénieur civil, mais comme il a été déjà dit, il faudra cependant toujours conserver les compétences nécessaires afin de prendre nos responsabilités, qui sont importantes, en toute connaissance de cause. Je profite de cette occasion pour t'offrir un petit présent sous vos applaudissements. La prochaine et dernière conférence de cette année académique aura lieu le mercredi 27 avril à 17h. Ce jour-là, M. Jean-Claude Colly du groupe E viendra nous présenter l'historique du barrage de Montsalvance et vers quelle évolution cet ouvrage se prépare. Les mesures sanitaires nous permettent à nouveau de partager un verre de l'amitié qui vous attend à la sortie de cet auditoire. Je vous souhaite d'ores et déjà une excellente soirée et un bon retour chez vous. Merci de votre attention.